parce que c'est vrai qu'ici, je suis venu avec un habitué des manifestations de Blend et de la cuisine qui me disait mais attention, ton contenu va peut-être pas intéresser tout le monde parce que c'est très techos comme ambiance. Donc c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses très techniques, très pratiques dans les conférences d'avant. C'est vrai que sur le digital, on doit maîtriser des tas d'aspects, des notions, des concepts, le SEO, voilà, l'emailing, le référencement. Mais voilà, ce que je voulais aujourd'hui aborder, c'est quelque chose qui a trait plutôt au marketing et à ce que les marques en fait proposent vraiment sur le web et sur le digital et sur leur changement de posture. Et de ce côté-là, il y a beaucoup de travail à faire. Donc vous n'êtes pas forcément des marques, mais c'est vrai que ce sont des concepts qui sont importants. Moi, au sein de l'agence, je suis directeur stratégie digitale. Ça veut dire que je dois effectivement réfléchir un peu sur ces évolutions-là. On a un petit St. John's Lab, voilà, donc on s'évertue de réfléchir, d'anticiper, de se poser des questions. Donc ce que je vais vous montrer effectivement comme réflexion et puis l'outil, un peu la mise en forme marketing que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment un travail, voilà, j'ai rien à vous vendre, il n'y a pas de bon de commande à la sortie, mais forcément je vous parle de ce travail-là parce que c'est un travail personnel. Pour ceux qui veulent tweeter sur la conf, on a un petit hashtag, sous-hashtag du live tweet, Brand Stories. Premier aspect important, et beaucoup de gens quand même commencent à le dire de manière claire et écrite et forte, c'est que c'est la fin des marques telles qu'on les concevait. C'est vrai qu'elles ne doivent pas simplement s'adapter au digital, au web et aux réseaux sociaux sous un angle purement technique, canal, etc. Mais elles doivent vraiment s'adapter à ce que ça a changé définitivement dans la société. Sans vous faire une leçon sur le sujet, on est dans la société du dévoilement, ça veut dire que plus rien n'échappe à personne, on ne maîtrise pas forcément sa communication, on est vu finalement comme on doit être vu et de manière différente. Voilà, j'ai mis l'homme nu la redoute, c'est une allusion au bad buzz bien sûr. C'est la société du partage, c'est la société où la voix de certains et les influenceurs est essentielle. Vous reconnaissez Oprah Winfrey avec sa petite Actifry. Certes, c'est une société digitale aussi où la marque devient une expérience, où elle peut interagir avec les consommateurs, avec de la donnée, avec voilà, des choses sophistiquées, y compris en magasin ou sur le web. C'est une société de la permission, et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez, on l'a un peu oublié. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'engagement. Maintenant, on a vu juste avant une intervention sur le paid media, et où c'est vrai finalement, l'intervenant disait finalement, certaines marques se disent on peut se passer des fans. C'est vrai, ça s'appelle la publicité. Donc si c'est pour faire de la publicité sur le web, finalement on n'a pas changé beaucoup de modèles. Donc aujourd'hui, l'acquisition de fans c'est bien, mais j'aime si je veux, c'est vrai que toutes les marques ne méritent pas et n'arriveront pas à mériter vraiment l'attention des fans, et ça sera de plus en plus dur. C'est aussi une société des relations. C'est clair qu'on est dans un monde de communauté où les gens ont des intérêts, partagent des visions, ont des relations, et c'est très important de cerner ça. On ne s'adresse pas à sa communauté, je dirais, de marque, on s'adresse à des gens qui sont dans des communautés d'intérêt. Aujourd'hui, pour moi, la chose la plus importante, et même si je vous le dis en tant qu'agence, on pratique bien sûr du paid media, on est attentif à tout ça et il faut le faire. Malgré tout, l'essentiel, c'est le changement du logiciel. On doit arrêter d'interrompre les gens dans ce qu'ils sont intéressés et essayer d'être effectivement ce qui va intéresser les gens. Et ça, c'est un gros travail. Ce n'est pas justement juste une question de produire du contenu pour produire du contenu. Donc le brand content, qui est souvent résumé à une question de production de contenu, est parfois trompeur. Les marques doivent vraiment changer. C'est pas vraiment le cas, c'est difficile. En l'occurrence, il faut notamment faire preuve de sincérité. C'est pas évident. Il faut, comme on dit aux US, très souvent traiter les gens comme on aimerait finalement chacun être traité. Je pense pas que dans tous les sales marketing, c'est la première chose qu'on se demande. On se dit, est-ce qu'on traite bien le consommateur comme moi j'aimerais être traité? En général, on raisonne de manière plus, je dirais, ciblée et marketing. Il faut donner du sens, trouver un vrai sens. Cette question, elle n'est pas toujours posée. Et il faut surtout le faire même pour ceux qui n'achètent pas. C'est pareil, dans la logique marketing, on cible des gens. Et en général, on ne cible pas des gens qui n'achètent pas votre produit, et pourtant, c'est une erreur. Tout simplement, aujourd'hui, par rapport au modèle publicitaire, je ferai quelques explications, excusez-moi, mais ça permettra de toucher tout le monde avec des concepts qui ne sont pas forcément connus de tous. Il faut sortir de la marque en tant que simple promesse produit. Voilà. Cette promesse produit, c'est Jean-Noël Caferrer qui l'a écrit récemment dans un livre « Réinventer les marques ». Il faut un projet qui la projette hors du produit, qui va amener vraiment un supplément d'âme, et on va dépasser simplement la technicité de l'offre. Mais ceci dit, ce qu'on constate, nous, quand on travaille avec des marques ou des entreprises,
c'est qu'elles utilisent en fait des vieux outils. Elles utilisent encore des matrices Excel avec sur une feuille finalement la personnalité de la marque qui tient avec un positionnement, une promesse et une USP. C'est un truc qui est très très vieux. Unique Selling Proposition, c'est la stratégie lessivielle de l'imposition d'un message simple et unique pour que tout le monde comprenne bien et que ça imprime bien les esprits. Encore aujourd'hui, malgré tout, toutes les matrices, qu'on appelle les brand platforms de marque, sont toujours écrites comme ça, avec une promesse, un positionnement, une USP. Il y a des valeurs, il y a des attributs de marque, mais c'est vrai qu'on est très loin. On est encore dans cette époque de la communication d'imposition. Et ces brand platforms, et c'est Cap Ferrer aussi qui le dit, elles sont inadaptées finalement aux univers riches qui sont à construire autour des marques aujourd'hui. Il va même plus loin dans ce qu'il dit, et Zetouf, effectivement, je le partage l'idée, la créativité et les visions. Ça veut dire parfois un créatif peut avoir une vision, une personne va avoir une approche très créative et on va lui dire non, regarde, ça ne rentre pas dans la charte de cohérence du tableur Excel de la plateforme de marque. Pourtant, là, comme le dit Ashraf Ramzi, les gens n'achètent pas des produits, mais les histoires qu'ils véhiculent. Dans la réalité, il y a tout un imaginaire qui fait qu'on va aimer une marque. Et ce qu'ils achètent, c'est des mythes, des archétypes, des choses qui les symbolisent. Alors c'est assez évident sur des marques hyper emblématiques, des marques très aspirationnelles. Ici, on a tous des Apple, on va être dans des camps entre guillemets, mais c'est vrai aussi, ça doit être vrai pour d'autres marques. Le modèle publicitaire aujourd'hui, dans la réalité, il est rejeté. On sait qu'il y a une perte de confiance dans les médias, il y a une perte de confiance dans l'impact de la publicité, dans la croyance dans la publicité, mais c'est vrai aussi sur le web. Donc aujourd'hui, alors qu'on va de plus en plus vers un modèle payant, traqué, ROI, etc., avec des techniques qui sont de plus en plus au point avec la big data, dans la réalité, il y a des études récentes qui montrent, notamment l'Institut d'Adobe, que les ads en ligne sont jugées envahissantes à 65% et agaçantes à 58%. Et qu'est-ce que les Français demandent ? 70%, ils disent racontez-nous des histoires originales et surtout, vous ne contentez pas de vendre un produit. Donc finalement, on a un espace qui est plein de promesses, qui est très riche. Et parfois, en tant que marque, on se contente de l'envahir et d'interrompre, comme on le faisait finalement dans les vieux médias, dans les vieux logiciels. Et pourtant, donc, c'est les histoires qui font les marques, c'est une conviction. Les gens sont prêts à aimer, à rentrer dans un univers quand on les invite à quelque chose d'intéressant. Et il n'y a rien de mieux qu'une histoire pour créer des émotions qui vont un peu laisser tomber, entre guillemets, le cerveau rationnel, les comparateurs, les avis de sites de recherche, etc., pour stimuler effectivement les connexions à l'imagination. Alors, je vais vous faire un peu de psychologie sur le sujet et pas simplement des choses de base. Il y a quelques petites études intéressantes qui devraient prendre en compte. C'est qu'effectivement, notre cerveau il est plus actif quand on raconte des histoires. Quand on regarde finalement une présentation PowerPoint, comme ça que je vous présente juste avant, le cerveau, finalement, c'est la partie du cerveau qui est dédiée au langage qui travaille. Donc il décode les mots en sens, on est dans l'analytique finalement. Or, les études ont montré que quand on raconte une histoire, quand on a quelque chose effectivement qui est de l'ordre émotionnel, c'est notre partie du cerveau qui travaille. Et c'est simple, parce que ça se rattache à nos expériences, des logiques de cause et d'effet, de choses que l'on a appris. Et c'est comme ça qu'on pense dans nos actions quotidiennes. Donc à chaque fois qu'on entend une histoire, on a une partie du cerveau qui veut le raccrocher à des sensations, des émotions, des choses que l'on a vécues et qui nous parlent. Et cette partie, c'est la partie insula, insular cortex, qui nous rattache à des sentiments, la peine, la joie, le dégoût, autres, etc. C'est aussi pour ça que les métaphores marchent si bien. Donc c'est quand même étonnant parce que c'est quand même, dans le milieu des publicitaires et de la communication, traditionnellement, on parle toujours d'émotions. Je crois qu'il y avait une conf sur le design émotionnel, mais je crois qu'elle parlait de ça. Elle parlait d'introduction d'humains et de choses qui nous parlent dans la technologie. Autre expérience psychologique intéressante au niveau de l'histoire et de la narration par rapport à ce qu'on peut dire d'une marque, c'est le Baker Paradox. Excusez-moi, je parlais en anglais parce qu'en fait, l'expérience à l'origine s'est faite en anglais. Elle consiste effectivement en une expérience psychologique qui a été menée, qui est très connue d'ailleurs, que vous connaissez peut-être, où on a pris des groupes types, des groupes témoins, et on leur a parlé d'une personne qui s'appelait Baker, donc avec un grand B, et puis d'une autre personne qui était un baker, c'est-à-dire qui était un boulanger. Eh bien, ce qui se passe, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont laissé passer un certain temps, ils sont revenus auprès des gens, et les groupes tests à qui on avait parlé d'un boulanger se souvenaient très bien du terme qui a été utilisé, qui était baker. Les gens qui on a raconté une histoire très très importante de ce type-là, qui s'appelait Baker, on avait un moins grand souvenir. Donc c'est les mêmes mots pourtant, et il y a différents moyens de se souvenir. Alors, il y a des conférences TEDx sur le sujet qui sont d'ailleurs passionnantes,
Ce qui est intéressant, c'est que le mot boulanger, donc ce nom baker, a priori, il ne vous parle pas, il n'est pas très intéressant. Alors que le boulanger, le baker, effectivement, on connaît tous des boulangers. Alors parfois, ils ont des petits chapeaux blancs, parfois pas, ça dépend des pays. En tout cas, ils ont de la farine, ils sentent bon le pain. On connaît forcément des boulangers, parce qu'on achète tous du pain. Voilà, donc ça nous parle, c'est des odeurs, des sensations, des souvenirs. Donc quand on entend le mot et qu'on nous en parle, on met en fait des hameçons associatifs qui plus tard vont faciliter le repêchage. Dans une conférence d'ailleurs sur le TEDx, qui parle de ce phénomène du baker, c'est un type qui était interpellé par des concours de mémoire, de mémorisation. Ils se demandent comment les gens font pour mémoriser autant de choses. Ils font comme ça des hameçons associatifs. Donc en fait, quand on raconte une histoire, on fait des hameçons associatifs auprès des personnes et ça leur évoque des sentiments et ça leur permet de se souvenir des choses. Donc finalement, les histoires, ça consiste à passer, comme on dit, du baker avec une majuscule à un baker avec une minuscule. Donc, première conviction, c'est que cet univers des histoires simples, on va voir lesquelles, ce sont elles qui vont donner envie aux gens d'en parler, effectivement, de s'en souvenir, et qui vont vraiment rester très longtemps imprégnés, beaucoup plus effectivement que des contenus très fugaces, qui certes peuvent jouer un rôle, mais on est plus dans la technique. Et moi, je parle plutôt de marque. Je vais vous montrer plein de petites vidéos et plus d'exemples. Je crois qu'on n'aura pas le temps de tout voir, donc je vais squeezer des bouts de vidéos, ça va être frustrant, mais elles seront en ligne juste après, donc vous pouvez les retrouver. Il y a un petit cas qui n'est pas français, donc comme ça, moi je suis sûr qu'il y a un peu de chance que vous l'ayez vu, qui est le cas Salty de Knorr UK, où ils ont lancé une gamme de produits, grosso modo, avec moins de sel, 25% moins de sel. Donc là, ils ont raisonné de manière assez publicitaire. Finalement, le message est quand même absolument pauvre et sans intérêt. Les produits ont moins de sel. Par contre, ils sont partis d'un vrai insight du consommateur qui est de dire, les gens vont se dire, ça va être moins salé, donc ça va être moins bon, ça va être fade. Finalement, la réponse est très simple. Racontons une histoire qui permet d'expliquer aux gens que dans la réalité, ils n'auront pas besoin de remettre du sel. Le sel devient inutile. Enfin, si j'essaie de vous convaincre par A plus B, ça va sûrement être laborieux, ça va être technique, ça va être démonstratif, alors qu'en fait, ils ont l'idée de le faire avec une petite histoire que vous allez voir. Sidekicks now have 25% less sodium than before. Not everyone's happy about it. Voilà, alors ce qui est intéressant, ce que vous venez de voir, c'est la pub en fait, mais c'est que derrière, en fait, ils ont prolongé l'histoire de cette salière, ils ont approfondi cette idée de ce pauvre petit Salty qui est devenu inutile. Donc je ne vais pas vous montrer tous les films Salty, mais voici par exemple le genre de films qui eux sont bien destinés au web. This afternoon with a few sunny days and diminishing winds. Daytime 30 degrees. Clear tonight with the temperature dropping to a cold 19. Sunshine tomorrow and a high of 39. Il y a plusieurs histoires très drôles où il se fait tordre le cou parce qu'il se fait prendre pour une poivrière, etc. Donc c'est très marrant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé tout un univers sur les réseaux sociaux autour de ça. En fait, dans une approche transmédia, ça veut dire qu'ils l'ont incarné. Donc Salty a sa page Facebook, a son compte Twitter où il dit qu'il est en la recherche d'un emploi, etc. Et en fait, il s'est mis en recherche de boulot et les gens essaient de compatir avec lui. Mais aussi, il est devenu en tant qu'objet emblématique. Donc bien sûr, ils ont fait la salière Salty, que du coup on a envie de posséder parce qu'elle est mignonne et on a envie finalement de mettre du sel dans les produits. Donc voilà, donc ça c'est intéressant, c'est des stratégies aussi de descendre sur le produit. Finalement on est très loin de l'idée, c'est juste que le produit avait quand même 25% de sel en moins. Mais je pense qu'on va retenir cette histoire. Alors quelles histoires finalement on a racontées aujourd'hui autour des marques? C'est toutes celles qui vont créer un univers riche. Ça veut dire qu'ils vont répondre quand même à un truc qui existe dans le marketing qui s'appelle les insights, c'est-à-dire les choses qui parlent aux gens. Donc là on est quand même parti d'un vrai insight, vous l'avez vu, c'est-à-dire finalement
S'il y a moins de sel, ça va être fade. Et ça, c'est un vrai insight. Mais aussi, on va tenir compte de la diversité des médias et des relais sociaux. Alors, quel type d'histoire? Ça peut être l'histoire de l'entreprise, ça peut être l'histoire de la marque. Et à ce niveau-là, donc on le verra dans notre réflexion sur les outils marketing, elle est pluridimensionnelle dans la réalité. Elle ne peut plus être sur une feuille Excel en une dimension, parce que l'entreprise ou la marque, il y a sa réalité, il y a comment elle est perçue, et il peut y avoir une vraie différence à ce niveau-là, de cette histoire-là, de cette connaissance-là, et comment elle est aussi projetée, c'est-à-dire comment la marque, à un moment donné, décide de dire je vais quand même envoyer quelque chose, un autre imaginaire qui est plus riche, qui n'est pas forcément ma réalité, ou qui n'est pas forcément ma réalité de ce qui est perçu. C'est le cas ici, là vous irez voir ce merveilleux site, ça plaira aussi du coup aux développeurs et designers, etc. Un site merveilleux, qui est juste fait pour un camion Volvo Trucks FH, qui est un site avec les meilleures raisons d'acheter ce camion-là, et où la marque développe aujourd'hui un imaginaire et une culture d'entreprise où la qualité des produits et la démonstration sont portées par un contenu qui est placé sous le signe de l'audace extrême. Donc vous irez voir ce site volvotrucks.com FH. Et donc, juste un exemple pour illustrer la manœuvrabilité. On a une séquence absolument spectaculaire d'une jeune femme qui est sur un câble entre deux camions et qui doit réussir à traverser finalement sur ce câble qui doit rester tendu, ce qui est quand même pas évident, avant d'arriver aux deux tunnels que vous apercevez. Là, on voit bien qu'au niveau publicitaire, au niveau contenu web, ça se mêle. Donc vous avez peut-être aperçu au niveau pub le patron lui-même qui est accroché en haut d'un camion, qui lui-même est accroché au-dessus de la rade je pense, je sais pas où. Voilà, donc logiquement sur le camion il y a le patron et vous avez en bas un ingénieur de l'entreprise qui est lui, pour vous prouver que le camion a des essieux sûrement très hauts, qui va pas toucher, il se fait passer par-dessus un camion au-dessus de sa tête. Voilà. Donc c'est peut-être truqué à ce niveau-là parce que c'est un peu spectaculaire. Mais dans l'idée, c'est important, c'est la constance pour raconter des histoires, que ce soit en pub ou sur le web, autour de cette idée de on est tellement sûr de nous finalement qu'on peut aller dans une audace extrême, et ça part de l'entreprise, ça part des ingénieurs, ça part du patron, c'est intéressant. Quelles histoires aussi? Ce sont toutes les micro-histoires qui se répondent. Ça veut dire on n'est pas forcément dans un modèle narratif. C'est vrai que un peu le storytelling, c'est une vision qui consiste à développer une narration assez linéaire. Dans la réalité, aujourd'hui, ces contenus, ce sont les contenus des utilisateurs, les UGC, User Generated Content. Voilà. C'est le brand content, c'est celui que la marque décide de produire, c'est-à-dire qu'elle peut produire une ou plusieurs histoires très riches. C'est aussi son e-réputation, donc c'est aussi finalement la part de ce qu'elle ne maîtrise pas. À ce niveau-là, on a ces micro-histoires qui peuvent créer quelque chose et qui ne ressemblent pas à un storytelling transmédia comme je vous ai montré. Il y a une marque qui est très forte à ce jeu-là, c'est Dove. Dove qui, de manière constante, là aussi cohérente, développe une mission qui est autour de la vision de la femme, qui est effectivement qui a une image dévalorisée d'elle-même à travers ce que les médias, ce que la mode lui renvoie. Donc il y a un film qui est très connu aujourd'hui qui s'appelle You Are More Beautiful Than You Think. Je vais la présenter, mais en même temps je vais la zapper malheureusement. Voilà. Grosso modo, ce monsieur est un portraitiste du FBI. Donc là, c'est un film de 3 minutes qui résume un peu l'expérience. En fait, on a réuni des femmes et elles vont s'asseoir et elles vont s'auto-décrire. Donc lui ne les voit pas et il va faire finalement un portrait robot de ces femmes. Donc cette femme-là, par exemple, voilà, elle raconte, elle lui dit voilà, je suis comme ci, je suis comme ça, elle est derrière. Elle se décrit, elle a forcément, vous l'imaginez, une forme de... Voilà, elle a tendance à se dévaloriser. Voilà, je vais passer un peu plus loin. Ce qui se passe après, c'est qu'ils font la même chose, c'est-à-dire les femmes s'en vont, et ils vont demander à des amis de ces femmes-là, qui les connaissent, de faire la même chose, mais en les décrivant. Donc en fait, c'est le point de vue extérieur de leurs amis. Elle dit voilà, elle est comme ça. Les gens ont une image bien meilleure des personnes, donc sur le plan émotionnel. Et ce qui est bien sûr très fort après sur le plan émotionnel, c'est que les individus, donc les femmes, sont reconvoquées et sont soumises aux deux portraits, celui qu'ils ont décrit et celui que les amis finalement ont décrit. Et elles se rendent compte qu'elles se dévalorisent tout le temps systématiquement. She looks closed off and fatter, sadder too.
The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Voilà, donc alors cette marque aussi, c'est pas une action isolée, donc elle a une cohérence, elle a aussi un sens dans sa démarche. Et vous voyez, c'est pas sa propre histoire, c'est pas l'histoire de ses produits qu'elle raconte, mais elle raconte finalement l'histoire de femmes, et à travers ça, elle porte des messages qui sont intéressants, qui sont émotionnels, et qui sont engageants et impliquants, et qui du coup peuvent être partagés vraiment, pour le coup, avec beaucoup d'envie, et peuvent laisser une trace aussi mémorielle très importante. J'insiste sur ça parce que, comme en face de nous, souvent en tant qu'annonceur, on a des gens qui se préoccupent de la mémorisation. Ils ont été élevés finalement à la notoriété, à la réputation. Et c'est important de dire, c'est pas parce que ce contenu est riche qu'il est émotionnel, qu'il va effectivement pas impacter finalement bien plus longtemps. Bien au contraire, il va creuser effectivement le sillon de la marque de manière bien plus forte que des choses ponctuelles. Alors dans ces histoires, comme je disais, c'est pas toujours des narrations, mais ça peut prendre l'aspect d'expériences intéressantes, mais qui elles aussi sont très riches. Alors j'ai un cas particulier, c'est Blue Dot, qui est un e-commerçant de design anglais, et qui là, passe son temps à essayer de démocratiser un peu l'approche design, mais sans le faire comme Ikea, ça veut dire en le rendant pas cher, mais plutôt effectivement en interrogeant le rapport qu'on a au design, à la beauté, aux objets, etc. Donc ils font des petites expériences techno-créatives, là aussi très simples, mais qui sont riches de vécu et de témoignages. Celle-ci, vous les appelez parce qu'elle est très longue, parce que ce petit film fait 17 minutes. Alors je vous inviterai à le regarder par contre en détail plus tard. Je vais taper un petit peu. Donc voilà, ils ont un concept, voilà cette chaise super design, ils s'interrogent sur la perception qu'elle a, etc. Et donc ils vont mettre en place une opération qui peut être assez rigolo, puisqu'il est assez parodique aussi des opérations dites de stunt comme on fait aujourd'hui, de caméra cachée. Donc ils ont placé un outil de géolocalisation de la chaise dans la chaise. Et ils ont abandonné la chaise dans la rue. Donc ils s'expliquent voilà, comment ils l'ont fabriquée, etc. Voilà. Il y a toujours un peu de décalage. Je suis obligé d'aller un peu vite, malheureusement, parce que c'est quand même très drôle. Voilà, donc, voilà, l'opération est traitée façon mode commando, donc c'est pour impliquer les gens dans ce côté un peu rigolo de l'histoire. Go for Cha-Cha. Okay, get ready. Here we go. Go, go, go. What's up, Cha-Cha? We are right on schedule. Moving to second location. This is Molly Goose. Chairs have been dropped. Roger. Crow's Nest has a limited field of view, so please call out any potential punkos as they approach. I believe the P in punko stands for potential. That's an affirmative. Senior gentleman, considering the chair. Donc, je disais, ce qui est intéressant, c'est qu'une très belle chaise design abandonnée peut laisser totalement indifférent dans la rue. Ça, c'est l'écureuil du masque. Punko approaching. Punko didn't take the bait. Punko? No Punko. This guy's doing something. Does anyone want to take bets on how long this guy sits on the chair? Hour and 15 minutes. Guys, I think it's a credit to the chair how comfortable this gentleman looks. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez le film lui-même qui dure 17 minutes, il n'est absolument pas fait pour être consommé dans le newsfeed en 30 secondes, comme vous voyez tout à l'heure. Il est fait pour que les gens effectivement participent un peu à cette idée, cette expérience, en se disant voilà, comme si c'était derrière la caméra, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se décider à prendre cette chaise? Lui, peut-être? Non? Lui? Oui, à droite, à gauche? Oui, il va prendre. Il embarque. We have a Punko. Okay. Voilà. Elles sont pourtant bien abandonnées quand même par moment, hein, franchement. Un petit peu de doute quand même, mais voilà. Donc voilà, donc cette expérience, c'est la première phase de l'expérience. Et la deuxième phase de l'expérience,
c'est qu'en fait, ce qui m'a amené un peu à zapper, voilà, donc les gens s'envoient avec leurs chaises, ils développent leur super système de géotracking de chaises, ce qui leur permet de suivre, voilà, l'explication à la clé un petit peu, c'est très électronique, vous voyez. Et donc ils ont retrouvé les gens. Donc après ils vont aller chez les gens, c'est la deuxième phase, c'est la révélation. C'est un geek, voilà. Hi, did you happen to take a chair off the street the other day, red in color? Ah, surprise. Well, we work for the chair company. Les gens culpabilisent un petit peu. Hello? Oh, hello. Yeah? Did you take a chair off the street the other day? Yeah, I did. Terrific. You see, we're having an experiment. All right. Have you ever been the subject of an experiment before? I'm a furniture maker. Voilà. Donc la suite du film qui est assez intéressante, une fois de plus, il y en a encore pour 10 minutes, donc je vais vous la passer. C'est qu'en fait, on a après des vrais gens et on les interroge sur voilà, pourquoi ils l'ont prise, qu'est-ce qu'ils en ont fait. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est des gens très très différents. Vous voyez, eux, c'est un peu le bazar quand même. La chaise est quelque part, mais on se demande bien où elle est passée. Monsieur, lui, il s'est plus rangé. Voilà. Donc en fait, ces gens parlent du coup du design. Pourquoi cette chaise a fait dans l'œil? Pourquoi elle a provoqué une sensation? Voilà, donc c'est un contenu qui est intéressant, qui est une vraie expérience et qui est rigolote, qui est humaine. Je vous dis, c'est très très long. Après, on rentre pendant 10 minutes dans la vie des gens. C'est la télé-réalité quasiment. Voilà. Il y a des couples. Voilà. Donc ça, c'est l'expérience de storytelling. On voit bien que ce sont des histoires et pas forcément une narration au sens où un scénariste a écrit finalement l'histoire. Après, il y a plein de façons sinon de le faire qui sont intéressantes. On a au moins 2 cas qui sont intéressants. Par exemple, À mort, qui a choisi pour les réseaux sociaux d'inventer un personnage. Donc pour le coup, on est dans le transmédia puisqu'elle n'existe pas. Qui s'appelle Emma, qui finalement est une espèce d'avatar de la propre cible. Et donc elle raconte sa vie, donc c'est-à-dire quand elle parle de son parfum et tout, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des photos sur Instagram, parce qu'elle est partie en vacances, donc elle se met en scène là où elle est en vacances. Me demandez pas comment ils font ça, je pense qu'ils partent en vacances. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur des comptes officiels, mais clairement on vous dit, voilà, c'est Emma, je suis effectivement une jeune femme, etc. Alors, il parle quand même de web-série, il y a un rapport fiction-réel qui est tacite. Je sais que je ne suis pas un vrai personnage, mais je vais créer quand même un lien affectif, parce que quand je vous parle de mon petit ami, etc., et du parfum que je vais mettre, il y a quelque part, comme quand on lit un roman, une forme d'adhésion qui se produit. On a un autre exemple récent, plus récent celui-ci, que je trouve un très beau cas, c'est Nescafé, qui n'est pas pourtant une marque très très communicante. Donc là, finalement, le café aussi, on n'est pas sur un produit forcément très riche, mais c'est forcément la relation entre les gens. Et avec l'opération Really Friends, donc vous avez peut-être pu par contre vu des choses là-dessus parce qu'il y a eu des pubs télé pour pousser un peu ce contenu, ils se sont dit que ce serait intéressant de dire finalement est-ce que le café peut être un outil de recréation de liens. Et donc ils ont pris ce monsieur là, ce jeune homme qui est un petit trentenaire, il n'est pas au hasard, il est très drôle, il est un peu comique, il est un peu acteur, etc. Et ils lui ont dit si tu allais voir tes amis Facebook plutôt, mais dans la vraie vie. Donc c'est assez cocasse parce que ça va de la nana qui rêve de conquérir depuis très longtemps, qui est bien sûr un petit ami, voilà. Et il débarque chez les gens comme ça avec 2 tasses de café, et ce sont des petits contenus comme ça. Donc il est allé voir 30 amis Facebook entre guillemets avec une caméra GoPro et 2 mugs de café. Donc c'est souvent drôle, c'est émouvant. Et une fois de plus, ça nous rattache à nos expériences, notre rapport au Facebook, notre rapport aux amis, au fait qu'on les voit pas toujours, etc. Sachant que ça, c'est en conformité avec leur message. Leur message, c'est It all starts with a Nescafé, ça veut dire finalement ça redémarre ou ça démarre avec un Nescafé. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu, après on a poussé un peu le sujet, ok, donc au-delà du nouveau du storytelling, il faut aussi un nouveau levier marketing, parce que nous-mêmes on a été confrontés à ces questions, on dit c'est bien beau de taper sur les USP, de dire le modèle est plus bon, c'est dépassé, etc., mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà, bon, on n'est pas avec ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc on va se dire, il faut bien penser à un outil. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous montrer la matrice en elle-même, qui est un truc qui finalement quand même a ressemblé à un tableau Excel avec plein d'entrées, mais dans l'idée, une représentation un peu différente de ce qu'une marque peut développer en termes d'approche. On l'a appelé en anglais, parce que ça fait super cool dans le marketing, donc brand story, comme les brand platform, comme le brand content, comme le brand utility, etc. Et comme vous le voyez, on a raisonné, et spontanément ça nous apparaît évident de raisonner en 3D et d'arrêter de raisonner à plat avec un système simplement matriciel. Pour nous, une marque,
ça doit être finalement une quête qui trace une trajectoire évolutive. Elle ne peut pas arriver de nulle part aujourd'hui, être détachée du réel, de ses fondateurs, de son histoire, de son lieu de naissance, du moment où elle est née, de l'époque, etc. Ça l'a marquée. Et si elle évolue à travers le temps, il faut forcément qu'elle ait un sens dans cette histoire-là. Elle a évolué, elle est devenue autre chose, et ça ne peut pas être n'importe quoi. Voilà. En tout cas, pour nous, en tant que communicants, on doit donner en tout cas ce sens-là. Parfois il l'a, parfois il ne l'a pas. Du coup, on a imaginé qu'il y a 3 univers dans cette matrice du storytelling adapté donc au web. Il y a celle des origines. C'est évidemment l'endroit où la marque effectivement se définit. C'est là où se posent les bases. Ça peut pas forcément, sans pouvoir forcément le maîtriser, parce que la réalité parfois est un beau roman. Ça va du démarrage d'Apple dans un garage, qui peut être une vérité, et ça va à d'autres vérités qui peuvent être moins glorieuses, plus hasardeuses, etc. Mais c'est une réalité. Cependant, cet héritage, qui est parfois occulté, il est souvent riche de sens, et on peut en proposer une lecture personnelle. On peut se retourner en arrière et dire finalement, on a pris corps à quel moment, dans quel contexte, et est-ce qu'il n'y a pas des choses intéressantes qui peuvent parler aux gens sur l'origine finalement, qui peut être après destiner un peu notre marque. Donc il faut le regarder. Ensuite, il y a un univers qu'on appelle l'univers de l'État. Donc l'univers de l'État, c'est celui dans lequel l'histoire finalement m'a mené, c'est-à-dire que je l'ai voulu ou pas aujourd'hui, sur le web, entre ma volonté marketing, etc., mes efforts, mes vraies histoires, etc., mais aussi mes aléas, je suis devenu quelque chose. Voilà. Et ce que je suis devenu, c'est une chose, effectivement, mais aussi comment les autres me perçoivent, c'est peut-être autre chose. Donc là aussi, ça paraît assez incroyable, mais souvent, quand on vous propose une matrice de marque, on dit voilà comment est la marque. Et ce voilà comment est la marque, c'est la marque qui vous dit c'est ce qui est écrit sur le truc qu'il faut respecter. Et non pas, c'est comme ça que nos consommateurs nous perçoivent, ou nous voient, ou nous racontent. Donc ça paraît étonnant, mais en fait, on essaie de coller à une réalité qui est décrétée, pas forcément à une réalité qui est constatée. Donc c'est là où tout le travail, d'ailleurs, d'irréputation, d'analyse du web est intéressant, c'est-à-dire se dire franchement, ok, on dit qu'on est ça, mais qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, vraiment, et comment les consommateurs, eux, nous situent. Puis alors l'univers de projection, parce qu'on croit quand même dans le travail qu'on peut faire dans le marketing, ça veut dire c'est celui qui me projette dans l'aboutissement de ma quête. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'exprime que ma quête, et c'est quelque chose de précis, j'ai quand même une forme d'issue, ou une forme d'objectif, une forme d'ambition, ça me mène quelque part, et je veux amener les gens avec moi. Donc là, effectivement, ça doit être conforme à une vision, mais aussi à un vécu, et aussi, encore une fois, à ce qui est perçu par les personnages. Voilà. Et il faut ouvrir des perspectives. Alors du coup, comme on s'est dit, après tout, c'est intéressant, le mode du storytelling nous enseigne plein de choses sur la façon dont on fonctionne en tant qu'esprit humain. On a gardé des choses de ça. Donc on se dit, dans une histoire d'une marque, il peut y avoir un fait déclencheur, par exemple. C'est intéressant de se dire, est-ce qu'il s'est passé un truc un jour qui a créé ou qui a modifié la quête de la marque ou qui a modifié son sens? On se dit qu'il y a aussi des obstacles. Les obstacles, ça peut être des choses à lever, ça peut être des messages à faire passer, ça peut être des vrais freins. Donc ce sont des éléments intéressants, c'est-à-dire quels obstacles on a face à nous. Ça peut être l'opinion des gens, ça peut être plein d'éléments, ça peut être notre réalité, on n'est pas aussi bon qu'on le prétend, voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être nous-mêmes l'obstacle. Et puis ensuite, il y a la question des personnages. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez le marketing US, et quand on vous parle de cible là-bas, et de social media et de web, en fait on parle de personas. Et ça m'a assez frappé. Donc je me suis dit, est-ce que les personas, c'est quelque chose de différent que le profil ou les cibles? Oui, chez eux, c'est quand même des éléments comportementaux, des éléments de groupe, de profil qui sont cohérents, et qui fait qu'on rentre non pas par des CSP, etc., mais qu'on va rentrer par des gens qui ont des centres d'intérêt communs, qui les réunissent, des façons d'être, des rapports à la modernité, des rapports à la propriété, des rapports à plein de choses. Donc finalement, on s'est dit, ce serait intéressant effectivement de dire, dans ces univers, forcément, il y a des personas, donc des personnages à la française. C'est pas toujours les mêmes dans les 3 dimensions, ils peuvent changer. Ça veut dire que ceux qui sont dans le passé, ils sont peut-être plus là. Ceux qui vont nous aider dans le futur, il faut aller les chercher. Ces gens-là, ils ont, alors, ce qu'on appelle ça des insights dans le marketing, des vrais problèmes, des vrais besoins. Donc ils ont des dilemmes irrésolus, ils ont des besoins contrariés, il y a des barrières à lever. C'est les fameux insights consommateurs. Donc en 3 dimensions, on les met et on va dire, la marque, elle peut avoir des amis,
Alors des amis, c'est des publics, c'est des gens qui vous aiment déjà, et je dois créer une relation. Voilà, donc on pourrait dire que ce sont des cibles si vous voulez, mais voilà, c'est pas forcément les mêmes au fil de l'histoire. Les liens évoluent, ils sont forts, ils sont faibles. Voilà, c'est une autre façon de les voir. J'ai des alliés. Les alliés, ce sont pas mes amis, et pourtant ils comptent beaucoup dans ma quête. Ils sont utiles, ils peuvent être utiles, ils peuvent être nécessaires, parfois ils peuvent être incontournables. Donc c'est là qu'on peut trouver des influenceurs. On peut trouver des gens qui ne sont pas forcément vos clients, qui ne sont pas forcément les gens qui achètent votre marque, qui peuvent même à la limite à un moment donné être pas du tout attirés ou intéressés par vous, et qui pourtant peuvent devenir des alliés. Ce n'est pas forcément les gens que vous allez cibler, je dirais, en termes de communication marketing. Ce n'est pas vos amis, ils ne vont pas liker votre page, mais ils sont importants, ces alliés. Dans une quête, il y a toujours des alliés. Il y a aussi forcément des opposants. Alors les opposants, voilà, ils constituent un rempart dans ma quête, alors volontairement ou indirectement, hein, c'est peut-être simplement des concurrents, c'est peut-être des gens qui ont des idées autres, c'est peut-être plein de choses. En tout cas, ils peuvent nuire à mon image. Donc je dois identifier qui, dans cette quête, peut nuire à mon image, détourner mes amis ou simplement rivaliser en popularité. Donc c'est une logique effectivement de rivalité, on va dire. Puis comme dans une histoire, on a mis des figurants. Là aussi, ce sont des gens qui ne jouent pas de rôle dans le déroulé de l'histoire, mais qui composent l'environnement, ils existent. Donc c'est intéressant de réfléchir à ça, ce concept de cible presque indifférente. Donc ils ne sont pas réceptifs à votre message, ils ne jouent pas un rôle, mais peut-être qu'un jour ils vont en jouer un, ils vont participer au développement futur, ils vont peut-être avoir un avis sur vous, alors qu'ils ne sont pas du tout vos clients. Et ces personnages, ils ont des liens qui se croisent souvent. Ils sont aussi liés à des communautés. Donc là, c'est intéressant, dans la matrice telle que l'on l'a imaginée. Du coup, elle est à plusieurs entrées. Et quand on a ces personnages-là, on ne les classe pas, on ne rentre pas par ce sont des gens de tel niveau de CSP, 14-15 ans, qui consomment le produit comme ça. Ça peut être des groupes très hétéroclites, de gens qui n'ont absolument pas le même âge, pas les mêmes CSP, etc. Alors par exemple, on pourrait dire ici qu'il y a par exemple des geeks. Des geeks qui ne sont pas forcément entre 13 et 17 ans, ils n'appartiennent pas forcément à une catégorie sociale, ils ne lisent pas forcément les mêmes magazines, ils n'ont pas forcément les mêmes médias, ils n'ont pas forcément les mêmes influenceurs, etc. Donc c'est déjà intéressant. Par contre, en les voyant en communauté, je sais qu'à un moment donné, je peux m'adresser avec un message qui peut parler à des geeks, pourquoi pas, en utilisant des codes, des références, etc. Et ce n'est pas le ciblage forcément aujourd'hui auquel on pense spontanément. Et puis pour finir, j'avais très peur de ne pas réussir à finir en fait, dans les temps. En fait, j'ai accéléré et c'est passé. J'aurais pu vous laisser un plus de vidéos. Il y a des ingrédients dans l'histoire donc, qui sont intéressants. Comme je vous l'ai dit, c'est la trame, le sens. À un moment donné, il faut vraiment expliquer et trouver ce sens-là. Alors, ça existe un peu dans les matrices de marque. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui sont assez évoluées où on peut dire qu'elles ont une mission, ou elles ont une vocation. Là, la différence entre la mission et la vocation, c'est qu'elles agissent plus sur le sens des choses. Elles vont donner une idée au projet finalement et ça donne une épaisseur. Les faits, on les a vus, les obstacles, l'issue. Et puis des éléments alors du coup qui sont un peu ignorés, c'est le style et le registre. Le style et le registre, ça va éviter les effets d'opportunisme. Je ne vais pas me référer tout à l'heure tout le temps à la même conférence, mais on disait, bon, la BD ça marche. Ouais, super. Bon. Mais c'est vrai que ça marche. Ça, on peut le mettre dans la catégorie des techniques, en fait, des choses, de best practice, etc. Mais par exemple, si on est une marque, on doit choisir son registre. Donc, est-ce qu'il va être émotionnel ? Si on est Dove, vous voyez, on est tout le temps blanc, on est tout le temps pur, on est tout le temps voilà, dans la simplicité. Et tout ça fait partie de codes quand même précis. Donc, il y a quelque part ce qu'on appelle du brand design. Quelque chose qui n'est pas une charte graphique, mais où il y a plein de choses qui sont dites sur la façon d'être de la marque, sur sa façon de parler, s'exprimer, de ressembler, etc. Qui fait que demain, Dove ne fera sûrement pas une BD hyper rigolote. Et puis la marque, voilà, on l'appelait le brand portrait. Donc l'idée, c'est de définir la marque en disant voilà, qui suis-je. Et là aussi, comme c'est une matrice à 3 bandes, on va dire à chaque étape de l'histoire. Ça veut dire à la limite, mon portrait, moi jeune, c'est pas le même que dans l'état où je suis, et c'est pas le même peut-être que dans celui où je voudrais arriver dans 10, 20 ans, 30 ans. Et dans ce brand portrait, par exemple, on imagine, au lieu de mettre des attributs de marque, produits, etc., de poser des questions du type qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai échoué, là où j'ai échoué. Une marque ne mettra jamais a priori dans sa matrice aujourd'hui la question de où est-ce qu'on a échoué, on a foiré quoi. Et pourtant c'est intéressant parfois de dire là on a foiré, on le reconnaît et ça nous a construit et on a progressé.
Ce matin, d'ailleurs, on en parlait sur les projets de start-up. On parlait d'une personne qui avait un PowerPoint de présentation et qui avait mis les 10 premières pages, c'était tout ce qu'il avait foiré et toutes les conclusions qu'il en avait tirées. Et donc, en fait, une marque peut gagner par transparence, dire là, on s'est planté, là, on s'est trompé. Au début, on est parti là-dessus, puis on a fait marche arrière. D'ailleurs, on a appris. D'ailleurs, maintenant, on vous demande votre avis. Maintenant, on a changé de méthode, etc. Ça, c'est bien aussi parce que ça permet d'assumer une histoire et des racines. Et puis, dernier point, c'est le pitch. Donc, pour remplacer la promesse, la fameuse USP, au lieu de dire, grosso modo, le sel, sans il y a moins de sel, ça a moins de goût, ou ça a le même goût, on essaie quand même de développer plus de richesse. Donc là, il faut arriver à résumer l'histoire. Parce qu'une vraie histoire, en fait, finalement, elle est très simple. Elle doit donner envie d'y entrer, mais elle n'a pas un ressort extrêmement compliqué. Alors, si elle est transmédia, elle peut avoir plein de petites briques qui vont bien se mettre les unes dans les autres, comme Salty. On a son profil perso Twitter. Pour ceux que ça amuse, ils peuvent aller discuter avec Salty, ça c'est rigolo. C'est une part d'expérience un peu fan. Ça ne contribue pas forcément à la réussite globale du projet, mais ça s'est construit de manière cohérente. Mais l'histoire en elle-même, elle est très simple. Puisque la salaire ne sert plus à rien, elle est abandonnée, elle est dans la rue. Et finalement, l'histoire, elle est assez basique. Donc, la quête et le pitch elevator, comme on dit, le truc qu'on raconte dans l'ascenseur, c'est ça. Il faut dire, voilà, moi, ma marque, je vais vous raconter l'histoire de ma marque en quelques mots. Voilà. Et voilà, timing presque en avance. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous n'êtes absolument pas d'accord, si vous avez d'autres envies, je suis à votre écoute. C'est toujours dur au début, mais vraiment pas de questions. Ouais. Oui, alors, je pense qu'il y a des valeurs, je suis d'accord. Je suis d'accord, et justement, vous dites c'est des grands comptes? Non, je dirais c'est des vraies marques. Oui, non, c'est important parce que dans cette problématique-là, on se rend compte que c'est pas, un grand compte peut très bien avoir aucun univers, aucune aspérité, etc. Une vraie marque, ça veut dire qu'à un moment donné, elle est capable de construire cette histoire-là autour d'elle. En même temps, quand on parle des success stories, par exemple, voilà, ce matin on parlait de Zappos, c'est vrai que quand on s'intéresse à ce projet-là, à ce personnage-là, etc., il y a une vraie histoire derrière. Donc, il y a des mecs qui vendent des chaussures, ça peut pas être forcément intéressant. Par contre, il y a une vraie histoire de l'entreprise qui est extraordinaire. Quand on voit les images de Zappos, etc., on se dit c'est ouf, quoi. Voilà, donc c'est pas forcément effectivement. Oui, quand on commence à s'attaquer à une plateforme de marque de ce type-là, c'est vrai que c'est un truc, comme je vous le dis, il faut plusieurs papiers à 3, ça reste quand même une matrice avec plein de questions, donc ça c'est compliqué. Mais par contre, je pense que tout le monde gagne à raisonner comme ça et se dire, voilà, je ne suis pas juste un produit, qu'est-ce que j'apporte au-delà de ça, qu'est-ce que j'apporte comme, alors c'est vrai que comme service, etc. Mais même si j'apporte un service, c'est pourquoi, est-ce que c'est par rapport à moi, comment je suis, comment je vois les choses, le monde, etc. Est-ce que c'est parce que mon entreprise, j'ai voulu qu'elle ait une vocation autre, ou est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un fait déclencheur? Un jour, bon sens et bonsoir, on faisait ce produit-là et on s'est rendu compte que non, on se trompait, il fallait faire autre chose. Mais pourquoi? Je ne sais pas, c'est l'histoire de la tarte tatin. Tout d'un coup, on a renversé la tarte, elle a été foirée, on l'a fait cuire, elle est réussie. Et hop, l'histoire de la tarte tatin, elle existe. Et à chaque fois qu'on raconte une histoire, on se souvient de quelque chose. Une fois qu'on a raconté l'histoire de la tarte tatin, on s'en souvient. Sur les histoires, par exemple, sur le storytelling et ces histoires-là, je crois que j'avais lu, par exemple, le cas du conte de sandwich. Donc aujourd'hui, tous ici, vous savez absolument peut-être pas d'où vient le mot sandwich, mais je vais vous le dire, et peut-être que vous en souviendrez dans quelques mois. En fait, c'était un comte ou une personne, un noble assez important, qui jouait très souvent aux cartes. Donc il était dans le comté de sandwich, tout simplement. Et en fait, il jouait aux cartes, vraiment c'était un truc. Et donc il se rendait compte qu'il ne pouvait pas manger en jouant aux cartes. C'était vraiment. Voilà. Et donc un jour, il a demandé effectivement à ces personnes qui faisaient à manger, de dire concevez-moi quelque chose que je puisse mettre dans ma main, etc., sans me salir, qui est simple, et qui me puisse me permettre de continuer à jouer aux cartes. Donc, dans la réalité, le sandwich a été inventé pour que le comte de sandwich puisse continuer à jouer aux cartes. Bon, mais cette histoire-là, qui n'est pas une histoire de marque,
permet de se souvenir peut-être que quand vous mangerez un sandwich, vous dites tiens, c'est parce qu'un type voulait jouer aux cartes et c'était pratique d'avoir ce produit-là. Donc ça, c'est intéressant. Mais ce matin, par exemple, j'ai vu un exemple qui n'est pas forcément autour d'une marque, mais qui peut provoquer et qui montre qu'il ne faut pas beaucoup de moyens. Je crois que la Marine nationale, c'est Avas Paris qui a fait ça, la Marine nationale a donné à des jeunes qui sont dans la Marine nationale une caméra GoPro, etc. pour se filmer. Et ils ont filmé plus de 30 personnes qui sont dedans, là, qui sont en train de piloter des bateaux. Donc c'est une espèce d'immersion pour le coup dans la réalité de ce truc-là. C'est tout sauf de la pub, c'est du vrai. Il y a plein d'entreprises qui ont fait ça. Même aux États-Unis, il y a eu ça qui a été fait pour démontrer la dureté du métier de pompier, etc. Donc ça peut être même un peu rebutant ou anxiogène, ou au contraire, finalement c'est enthousiasmant. Mais c'est de la vraie réalité. Et ce contenu qui est pensé sur le web, j'ai vu qu'il allait être repris en format, je crois, 3 minutes sur Énergie 12. Donc la Marine nationale, là, n'essaie pas de construire une identité de marque, hein, mais elle essaie quelque part de toucher un public, de lui parler, et plutôt que de faire des grosses campagnes où on lui raconte une histoire sur la Marine nationale, simplement elle a décidé de montrer des histoires de vrais gens et d'impliquer les gens un peu émotionnellement là-dedans. Et le digital s'y prête, la vidéo aussi. C'est vrai que là on a vu beaucoup de vidéos. C'est vrai que la vidéo, quand même, là pour le coup, si on revient sur la technique, croissance exponentielle de la vidéo, de la consommation de la vidéo. Donc c'est un outil qui est pratique aussi pour faire passer ces messages-là. D'autres questions ? Non, je vais faire 1, 2, 3. C'est votre dernier mot ? Voilà. Bon, alors simplement pour vous dire que, puisque je vous ai frustré de ces vidéos, donc la présentation est sur le SlideShare de l'agence. Vous pourrez donc la récupérer, et puis il y a toutes les vidéos YouTube qui sont dedans, donc vous pourrez les regarder et apprécier même certaines vidéos de